voilà, on est au complet. Pourquoi parler d'accès aux chances? C'est parce que la première promesse du numérique, et c'est pas dans le Cantal qu'on dira le contraire, c'est effectivement de donner à la ruralité une chance nouvelle de travailler au pays, de se former au pays, d'apprendre au pays, et voilà, hein, de penser peut-être différemment l'aménagement du territoire et de pas être obligé de partir. Euh, donc sur cette question de l'accès aux chances, on va balayer la question de l'éducation, la question de la culture avec nos différents intervenants. Mais juste avant, je souhaitais faire un point avec François Blouvac sur le vocabulaire de l'inclusion numérique et les chiffres qui la caractérisent en France. Il y aura un petit peu de redite par rapport à ce qu'on a dit hier, mais vous n'étiez pas tous là. Et présenter des actions qui sont pilotées par la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, qui sont de nature à soutenir vos efforts dans ces différents domaines. Bonjour à tous. Oui, peut-être on peut, sur ces chiffres clés, s'arrêter sur celui qui marque le plus les esprits et qui a été évoqué hier et repris à plusieurs reprises, qui est ce volume du tiers des Français qui aujourd'hui rencontrent des difficultés à accéder à leurs droits, à avoir une vie sociale, une vie économique, une vie culturelle, parce qu'ils rencontrent des difficultés et qu'on est confronté à un processus de numérisation de l'accès aux services, de l'accès aux droits, qui est de plus en plus important. Et donc, c'est à partir de cette grande donnée, de ce tiers-là, qu'il faut qu'on puisse finalement voir ce qui peut être fait. Moi, je voudrais revenir sur la dynamique qui est créée dans la somme des interventions. On voit qu'il y a un foisonnement qui peut parfois, comme le laissait entendre Dory Bruyas tout à l'heure, conduire un peu à la confusion des initiatives qui sont prises. Donc, je pense que c'est important de peut-être repréciser, reclarifier les raisons pour lesquelles tel acteur est présent sur ce sujet et comment il s'y positionne. De dire clairement et sans phare pourquoi est-ce qu'on est présent. Qu'une société privée explique que c'est une façon de valoriser son offre commerciale, c'est pas malsain en soi, mais il faut le dire clairement. Et de la même façon, je voudrais me prêter à cet exercice en expliquant pourquoi la Banque des Territoires se trouve mobilisée sur ces questions d'inclusion numérique. On l'a dit hier et Antoine Darroze qui était présent à cette place le précisait, nous avons historiquement accompagné le mouvement des réseaux. Pourquoi? Parce que notre raison d'être historique, c'est d'être adossé aux politiques publiques de l'État, à la Banque des Territoires, et de les déployer en direction des acteurs locaux, et essentiellement des acteurs publics locaux. C'est notre métier. Nos deux champs d'action, c'est territorialiser de la politique publique, d'une part, et d'autre part, concilier financement public et financement privé. C'est typiquement ce qu'on fait sur le déploiement des réseaux. On est partenaire des opérateurs privés dans le cadre de missions publiques, dans le cadre des RIP, pour territorialiser, rendre concret le déploiement d'un service sur des territoires. Donc ça, c'est l'essence de notre positionnement. Et naturellement, après s'être intéressé à ces questions donc de technique, de déploiement de réseau, d'accès à l'outil, la dimension de l'usage est très vite apparue. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui présent avec trois, je dirais, portes d'accès sur les sujets d'inclusion numérique. On l'a vu hier, on en a parlé, on y est présent sur l'accès au droit avec, simplement pour résumer à gros traits, l'accompagnement du dispositif France Service. Là, pour le coup, c'est l'État et les collectivités qui déploient, et nous avons fait le choix sur fonds propres d'y consacrer des sommes conséquentes, pratiquement 100 millions d'euros depuis le déploiement de France Service. C'est le cas sur la médiation, donc c'est la deuxième porte d'entrée numérique, en étant l'opérateur de l'État sur conseiller numérique, mais aussi en finançant en fonds propres les hubs territoriaux pour l'inclusion numérique et des initiatives qui sont portées par les collectivités, y compris cette forte dimension de soutien à l'ingénierie des acteurs publics locaux pour les aider à définir leur stratégie, mais on l'est aussi, on l'évoquait tout à l'heure, il était évoqué par SFR, le partenariat avec Emmaüs Connect. Nous avons aussi un partenariat financier avec Emmaüs Connect pour travailler sur les enjeux de reconditionnement, puisque c'est un aspect important, aider les plus démunis à accéder à du matériel, mais aussi travailler avec les bailleurs sociaux, la Banque des Territoires et le banquier du logement social. Nous avançons avec les bailleurs sociaux sur de la tarification sociale
alors je ne voudrais pas être provocateur avec Orange en disant de la vraie tarification sociale, mais oui, nous accompagnons une initiative de Nantes Métropole Habitat qui propose à ses locataires une offre d'accès à Internet à moins de 3 euros par mois, ce qui est une vraie condition d'accès à tous et pour tous à Internet. Et puis, la troisième dimension qui est plus en lien avec ce qu'on évoque là maintenant, c'est la porte d'accès avec l'éducation et avec deux dimensions. C'est bien évidemment l'éducation au numérique et l'éducation par le numérique, qui sont deux aspects importants. Et nous sommes là dans cette position, dans ce foisonnement d'intervention, à la fois un opérateur qui intervient pour le compte de l'État dans le cadre d'un certain nombre de dispositifs que je vais évoquer ensuite et qui sont aujourd'hui des expérimentations grandeur nature portées dans le cadre de France 2030, le dispositif des investissements d'avenir. Et puis, nous avons aussi investi dans des entreprises qui apportent des solutions de services pour déployer soit des outils qui permettent aux enseignants d'avoir un travail facilité. Je pense en particulier à des solutions qui ont été déployées pour aider à l'enseignement en direction d'enfants qui souffrent de troubles 10 et qui sont de plus en plus nombreux à être identifiés et pour lesquels les enseignants ont parfois des difficultés à apporter des réponses, ou bien des solutions de vie scolaire. Je pense en particulier à celle que vous connaissez probablement si vous avez des enfants scolarisés dans le public, qui est Index, qui déploie le logiciel Pronote, qui permet à la fois aux cités scolaires de gérer les emplois du temps, la cantine, des aspects donc pratiques de vie scolaire, mais aussi d'être cette interface entre enseignants, parents et enfants sur les devoirs, les ressources scolaires, les notes qui fonctionnent. Et nous sommes avec la Poste dans un partenariat qui est de sécurisation de cette entreprise qui aujourd'hui est leader sur son marché dans le secteur public, donc de ce logiciel de vie publique, avec une filiale de la Poste qui s'appelle DocaPost. Nous sommes partenaires donc d'Index dans lequel nous avons investi. Donc voilà un peu le champ. Juste peut-être revenir sur quelques très rapidement sur l'éducation, sur ces dispositifs qui sont prévus dans le cadre de France 2030. 3 dispositifs, TNE, territoire numérique éducatif. Il y a aujourd'hui 12 départements en France qui testent une nouvelle approche sur la dotation pour les établissements scolaires en matériel, en accès à de la ressource, en formation des enseignants, et qui a une originalité, c'est que ça s'est mis en place dans le cadre d'un partenariat assez large entre l'État déconcentré, l'État de l'éducation nationale déconcentré, les rectorats, les collectivités territoriales, les communes pour les écoles primaires, les départements pour les collèges, les régions pour les lycées, pour déployer du matériel, équiper les classes, permettre également d'avoir accès à de la ressource numérique et aussi financer des opérations de parentalité. Et on s'appuie pour ça sur des opérateurs, mais je pense que ce sera évoqué tout à l'heure, en particulier par Réseau Canopé, qui est un opérateur qui apporte des réponses concrètes sur ces sujets. Deuxième dispositif, les espaces services jeunesse. Là aussi, on l'a évoqué hier en filigrane, c'est la ressource numérique est souvent un peu vertigineuse. Encore faut-il savoir ce à quoi on veut répondre comme question. Et ces espaces services jeunesse, ce sont des lieux dans les lycées qui permettent de gérer cette période Bac-3, Bac+3 et qui offrent une visibilité au potentiel auquel tous les élèves peuvent prétendre dans la construction de leur parcours avant le bac, après le bac, dans cette période de massification du nombre d'élèves qui arrivent au niveau du bac et donc qui peuvent prétendre à l'enseignement supérieur, c'est très important. Et moi, je garde le souvenir de visites d'espaces services jeunesse où on constatait que des élèves doutaient du fait que l'enseignement supérieur était fait pour eux et que ces lieux, c'est
à la fois la possibilité de découvrir le champ des possibles, de lever des barrières qui sont liées à des préventions sociales sur la capacité à pouvoir poursuivre, découvrir que des droits sociaux existent et qu'on peut, grâce à des bourses, financer ses études supérieures. Et donc, c'est très important que des lieux comme ça puissent fonctionner. Et puis, le lien simplement avec une proposition qui vous est faite, de visite qui vous est faite cet après-midi, c'est le dispositif Campus Connecté. Et là, il est très important parce qu'il répond à une équation très particulière des zones rurales par rapport à l'enseignement supérieur. On sait aujourd'hui que dans un monde idéal, on pourrait imaginer que les campus sont tous accessibles et les grands campus dans les grandes villes peuvent accueillir tous les élèves. Or, dans la réalité, on sait que l'éloignement géographique, les difficultés sociales, les difficultés psychosociales rendent compliqué, voire empêchent d'accéder à l'enseignement supérieur. Ces campus, ce sont des solutions locales qui permettent, dans des petites unités d'une vingtaine d'étudiants, encadrés par des personnes, on retrouve l'utilité de la présence humaine grâce à des outils numériques qui permettent de travailler en visio, d'accéder aux cours qui sont dispensés sur les campus physiques, et bien de permettre à des élèves qui n'auraient pas pu accéder à l'enseignement supérieur de pouvoir le faire. Voilà la façon dont les choses se mettent en place et les réponses concrètes. On verra cet après-midi, pour ceux qui le visiteront, que la vingtaine d'étudiants qui sont ici à Aurillac ont pu ainsi pouvoir être connectés, et pour reprendre les mots qu'évoquait le président du conseil départemental hier, sans pour autant être assignés à résidence, mais aussi parce que ça leur permettra ensuite de garder un lien avec l'université à laquelle ils sont rattachés et de continuer leur formation, de peut-être partir ou de pouvoir rester sur place une fois formés. Merci beaucoup François. Oui, effectivement, on a à 14h45 un départ d'un bus de 30 personnes pour aller au campus connecté d'Aurillac. On en reparlera avec Valérie Cabécas dans un instant. Léa Gisley, co-directrice du programme Société numérique de la NCT. France Numérique Ensemble, ça a été lancé quand? Il y a combien de gouvernances constituées? On a parlé de celle qui est en cours de constitution ici dans le Cantal avec Madame la sous-préfète et avec Bruno Faure. Est-ce que vous pouvez également nous présenter les autres dispositifs sur la culture? Campus Connecté, on en a dit un mot, mais il y a aussi Microfolie. Voilà, un 360. Très bien, merci beaucoup, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Pour revenir du coup sur France Numérique Ensemble, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu de manière perlée. France Numérique Ensemble, c'est une démarche qui prend la suite d'une ancienne stratégie, la stratégie nationale pour un numérique inclusif sur la période 2018-2022. Donc c'est une concertation qui a été menée pendant une année, lancée fin 2022 du coup. Et quand je dis vaste concertation, c'est à la fois une concertation nationale. La MENNUM était par exemple rapporteuse de cette concertation. La Banque des Territoires était évidemment associée. On avait toutes les associations d'élus également autour de la table. Ça a été également des discussions locales. Et je pense qu'on en a parlé aussi des hubs territoriaux qui ont organisé localement des discussions pour faire remonter l'ensemble des besoins, les projets qu'on pouvait avoir. Donc, il en ressort une feuille de route en 16 engagements, 4 axes. Je vais revenir, l'idée, c'est vraiment pas de faire en détail tous ces engagements, mais par contre, je pense qu'il y a quelques éléments qui sont importants à noter sur ce point. L'objectif, surtout, de cette feuille de route, c'est, on en a parlé, il y a un tiers des Français qui sont éloignés du numérique, et je pense qu'il faut avoir en tête que ce tiers, il est mouvant. On sera tous, à un moment donné, confrontés, plus ou moins, différemment, à une forme d'éloignement au numérique. Et l'idée, c'est quand même que le numérique, qui est au final un reflet de notre société, n'aggrave pas les inégalités, mais de permettre à chacun de se saisir de ce que le numérique peut apporter. C'est évident en matière de culture, d'éducation. On y pense facilement, le numérique permet des choses et en même temps, le numérique peut les aggraver. Donc, c'est comment, collectivement, on arrive à mettre ça en place. Donc, cette feuille de route, il y a tout un volet national. Je ne vais pas y revenir, mais c'est comment on comprend ce phénomène. Voilà, ce chiffre des 1/3, par exemple, il va évoluer. Comment on arrive à le suivre, comment on arrive à partager ces informations dans la durée. Il y a pas mal d'outillages. Comment on arrive à faire en sorte que des médiateurs numériques, des conseillers numériques, des aidants numériques, on en a parlé sur le commun de formation, on pourra en parler sur d'autres outils également, partagent des socles, comment on mutualise ces éléments, comment on passe tout ça effectivement en commun et qu'on travaille au maximum dans le même sens. Et puis, il y a surtout un volet territorial. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc, pour répondre précisément à la question aujourd'hui, sur les départements, on a 98 gouvernances qui sont stabilisées. Ça veut dire qu'on a un accord entre une collectivité locale, l'État local et
plus globalement l'ensemble des acteurs intéressés localement. C'est-à-dire que, on en a beaucoup parlé, l'inclusion numérique, c'est aussi des associations, c'est aussi des entreprises, on en a besoin. Et quand je dis qu'on en a besoin, c'est pas seulement au titre de la RSE ou de leur rôle qu'elles peuvent jouer en termes de fondation ou des initiatives très salutaires qu'elles peuvent mener. On en a aussi besoin parce qu'en fait, les entreprises, c'est des salariés, que les salariés, c'est des actifs, c'est aussi des usagers du numérique. Et pouvoir faire, par exemple, de la médiation en numérique, comme ça peut se faire dans beaucoup d'entreprises. Moi, j'ai des exemples sur Renault, Stellantis qui sont très intéressants. C'est aussi une autre manière de capter un public qui, des fois, peut être isolé du simple fait de ses horaires de travail. On n'y pense pas toujours forcément, mais voilà, c'est quelque chose aussi qui nous paraît voilà, hyper important localement. On peut avoir le rectorat, on a parlé de la gendarmerie. Tous ces éléments et tous ces partenariats se structurent localement. Donc pour l'instant, on en est là. Et peut-être l'idée derrière, c'est pourquoi on s'est dit qu'on allait territorialiser. D'ailleurs, pourquoi c'est nous, Agence nationale, je rebondis du coup sur la perche tendue côté BDT, Banque des territoires, pourquoi c'est nous, Agence nationale de la cohésion des territoires, qui portons cette politique en matière d'inclusion numérique. Parce qu'en fait, on a la conviction que le national est beaucoup trop loin pour cette politique publique. Le numérique, ça a beau être complètement mondial. En fait, pour répondre aux enjeux de l'inclusion numérique, il faut vraiment territorialiser. La ruralité, c'est une évidence. C'est pas du tout la même chose qu'un quartier politique de la ville ou qu'un centre urbain qui voilà, est plutôt composé de cadres. C'est pas forcément les mêmes actions qui seront menées, c'est pas forcément les mêmes dispositifs qui sont déployés. Et du coup, cette territorialisation, le fait qu'on pousse des gouvernances, il y a 3 objectifs, je pense, derrière. Le premier, c'est de se dire que c'est un temps long. Ça fait 30 ans, je pense, qu'on parle de résorber la fracture numérique. Si on n'y est pas y arriver, c'est qu'en fait, on va pas la résorber. C'est long, j'enfonce une porte ouverte, mais en fait, le numérique, il change. Et donc, du coup, la notion de formation tout au long de la vie, continue et permanente, il faut pouvoir l'instaurer dans la durée. Donc, instaurer cette politique publique partenariale, hybride, avec des entreprises, des associations, l'État, les collectivités, et inscrit dans un territoire. Je pense que ça aussi, c'est l'élément important. C'est le deuxième point, c'est comment on se coordonne. On va coordonner au national. Ça ne répondra pas toujours aux besoins de coordination locaux. Voilà. Et s'il n'y a que le territoire qui peut définir localement quels sont les acteurs les plus pertinents. Et c'est pas du tout à nous de les prescrire. On a des territoires où il y a les rectorats qui sont engagés dans les gouvernances France Numérique Ensemble. C'est pas le cas partout. Voilà, on a des endroits où les opérateurs de services publics, France Travail par exemple, la Caisse nationale d'assurance maladie sont investis. C'est pas le cas partout. Encore une fois, ça dépend de l'humain et c'est pas à prescrire, c'est plutôt à figer et c'est à figer en fonction de priorité. Je pense que c'est le troisième axe. Une politique publique, si hybride soit-elle et si mouvante soit-elle, elle se priorise. Le numérique, c'est pas une compétence et je pense que c'est là où on reboucle aussi avec l'éducation et la culture. C'est quelque chose d'éminemment transverse. Le numérique, ça peut être une opportunité, ça peut être un frein. Les feuilles de route, elles sont en cours de construction. Donc, j'ai pas beaucoup de retours d'expérience très concrets à vous faire. On les publie, voilà, là aussi en ligne sur un outil qu'on appelle les bases du numérique d'intérêt général et je vous invite vraiment à le consulter parce qu'il y a énormément d'informations. Par contre, ce qu'on voit se dessiner, c'est une évidence. On a parlé, c'était la première table ronde des publics les plus précaires. Donc, c'est la première évidence. Tous les territoires ou presque se sentent sur le lien, effectivement, entre inclusion numérique, accès aux droits. On a beaucoup parlé des aidants numériques. Nous, c'est aussi au cœur de notre politique publique. On a beaucoup de travaux sur voilà, des jeunes d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on n'y pense pas naturellement quand on parle d'inclusion numérique, mais en fait, la jeunesse, la parentalité numérique, c'est vraiment des sujets qui se développent en complément de tout ce qui peut se faire aussi dans le cadre, on va dire, scolaire. Donc là, on est plus dans le champ éducatif. Et puis, on a également d'autres volets qui vont se développer autour, par exemple, des demandeurs d'emploi. Est-ce qu'on continue à former nos demandeurs d'emploi à de la bureautique ou est-ce qu'on les forme au numérique? Est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que des médiateurs et conseillers numériques ne peuvent pas accompagner spécifiquement ces publics-là? Et comment on y va? Et effectivement, derrière, sur les objets culturels, avec le numérique plus vu comme une opportunité. Moi, je viens d'une politique publique antérieurement qui est la politique de la ville. Donc, on va dire que c'est l'inverse de la ruralité. En fait, il y a quand même beaucoup de points communs. Et c'est comment on utilise aussi le numérique pour remobiliser, par exemple, via des jeux vidéo. Voilà, on les décrit beaucoup, les jeux vidéo, mais en même temps, ça permet de faire venir des jeunes. Et puis derrière, de montrer qu'ils ont des vraies compétences, d'aller travailler sur du no-code et aussi derrière de les pousser vers d'autres sujets voilà, qui peuvent être simplement le fait de candidater, de reprendre confiance. Et donc, c'est tout ça qui est en train de se mettre en place à ce stade. Merci beaucoup Léa Gisley. Alors, le jeu vidéo permet effectivement de mobiliser les jeunes, mais on le verra tout à l'heure avec Silver Geek, ça fait bouger nos anciens aussi. Valérie Cabécas, vice-présidente du conseil départemental du Cantal en charge de la solidarité territoriale, de la culture, du développement et des usages numériques.
C'est cadeau. Ben, vous êtes au cœur de l'ensemble de nos sujets. On ira donc voir le campus connecté. Vous, sur cette question effectivement de l'accès aux chances, comment vous regardez l'opportunité du numérique et comment vous la voyez se mettre en place ou pas finalement par rapport à sa promesse de départ? Oui, ben, bonjour à tous déjà, merci de m'avoir invité à nouveau Sébastien. Oui, c'est une chance et il est évident que c'est une chance pour un département comme le Cantal d'avoir ces opportunités. Alors on a parlé du campus connecté, je vais revenir, on va parler aussi des microfolies. C'est évident que pour le territoire, en fait, ben, c'est une énorme plus-value. On avait des jeunes, vous le disiez tout à l'heure, qui sont empêchés par pour X raisons, hein, elles peuvent être familiales, personnelles, sociales, financières ou autres. Financière souvent, oui. Financière, hein, il faut pas, mais pas que, je pense. Hein, honnêtement, ça peut être personnel aussi. Ça peut être, voilà, il y a plein de possibilités en fait qui font en sorte que ben, ces jeunes n'avaient pas forcément envie, besoin ou ne pouvaient pas en fait partir pour étudier. Et alors là, de fait, ben, ils n'auraient pas étudié, en tout cas pas des formations post-bac. Mais grâce au campus connecté, donc il y a 3 ans, c'est l'État hein, qui a proposé ça. Le conseil départemental s'est tout de suite engagé dans cette voie et on le regrette pas. Et au contraire, on a bien envie que ça se poursuive puisqu'on est en fin de processus et on a bien envie que ça se termine. Que ça se termine pas comme ça et au contraire que ça se poursuive. Donc l'idée, bah, ça a été effectivement de proposer à nos jeunes, mais pas que. En fait, c'est n'importe qui a envie de poursuivre des études ou de reprendre des études qui peut s'inscrire sur ce campus connecté. Donc sur le territoire, il y en a 3 sur le département du Cantal, un à Aurillac qu'on va voir donc cet après-midi et un dans chaque sous-préfecture, donc Saint-Flour et Mauriac. Ils sont basés pour ces deux cas dans des lycées, donc où aujourd'hui on a des lycéens, voire des post-bac, puisqu'on a aussi des formations en bac plus 2, 3 qui sont accueillies. Donc l'idée effectivement c'est que ben, ces étudiants puissent poursuivre ou mener des études avec des tuteurs, donc c'est ce qui est très important, c'est des formations valorisantes hein, très clairement, mais pas non plus en étant seuls bah, chez eux, en fait, devant un ordinateur tout seul. Non, on leur met à disposition du matériel, des tuteurs, des étudiants aussi qui sont là pour les accompagner, pour échanger, pour faire des travaux pratiques quand il y a lieu de faire des travaux pratiques. Donc c'est une grande richesse. Aujourd'hui, on doit compter à la rentrée, là, puisque la rentrée approche à grands pas maintenant, on sera autour de 45 étudiants sur le département. Donc, ce qui est très bien, on souhaite continuer à promouvoir cela. Il faut aussi un peu de temps, il ne faut pas se le cacher, il faut du temps pour que ça rentre dans les esprits, que ça soit essayé, qu'on en parle. Donc voilà, il faut bien jouer le jeu avec l'éducation nationale, notamment les lycées, hein, au niveau des bacs, mais pas que. Donc Pôle emploi aussi, enfin d'autres partenaires peuvent tout à fait nous accompagner dans cette mission. Donc évidemment, c'est voilà, plus que bénéfique pour nos territoires. Et puisque Sébastien a fait part de mon pédigré. Au niveau culturel, pour le coup aussi, c'est les microfolies. Effectivement, c'est quelque chose qui a aussi apporté une énorme plus-value sur le département. Il y en a beaucoup sur le département du Cantal. J'ai l'impression d'en inaugurer tous les trimestres en ce moment. Il y en a Donc c'est très combien? bien. On doit en avoir quasiment une par collectivité, par EPCI, par communauté de communes, voire plus. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt bien. Et donc, alors, on va être clair, hein, le département du Cantal est quand même très conscient du besoin qu'il faut aller vers les territoires les plus isolés, notamment en termes culturels. Donc, en général, les saisons culturelles sont portées par les EPCI, par les communautés de communes, au plus proche du citoyen. Alors ça, c'est valable pour le spectacle vivant, c'est valable pour le cinéma, c'est valable pour des résidences artistiques, mais ça l'est moins pour des musées. Parce qu'effectivement, les musées, à part un musée mobile comme celui de l'art contemporain, le MUMO ou d'autres, il y en a assez peu qui se déplacent sur des territoires plutôt isolés comme les nôtres. Donc cette microfolie répondait complètement à nos attentes. C'est-à-dire que par le biais de toute on va dire, la valise qui nous est donnée au niveau des EPCI, on peut faire bénéficier nos administrés, nos usagers, ils peuvent aller visiter un musée qui est à l'autre bout de la France, voire sur carrément un autre pays. Et c'est très pointu en fait, avec un accompagnateur en fait qui est formé à cela. On peut tout à fait pousser vraiment la recherche sur, je vous dis n'importe quoi, un tableau qui est exposé au musée du Louvre. On peut vraiment, avec effectivement aujourd'hui les capacités qu'on a en termes de numérique et de numérisation, vraiment
très bien zoomer sur des détails d'un tableau et travailler là-dessus. Donc, je dis un tableau, mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Ça peut être une sculpture, ça peut être voilà, des œuvres d'art telles qu'elles soient. Donc, voilà, encore une fois, c'est des grosses chances, hein, pour nos territoires ruraux, pour nos administrés. Donc, on essaye aussi de promouvoir un maximum les microfolies sur le département, donc notamment au niveau du public scolaire, puisque pour nous, c'est des vecteurs d'information très importants au sein des familles. On ouvre un maximum aussi auprès des associations et puis bien sûr auprès du grand public. Donc voilà, l'idée étant de faire perpétuer et de continuer donc toutes ces missions, que ce soit pour le campus connecté ou les microfolies. Voilà. Merci beaucoup, merci. On vous applaudit Valérie. Ça bouge sur ces différents aspects sur ce territoire. On a parlé pas mal d'éducation, on vient d'en parler à nouveau avec le campus connecté, donc je me tourne vers notre canapé éducatif, hein, avec François Morel, Jean-Yves Boricinetti, Chloé Auster. François, vous avez été cité, Réseau Canopé, hein, comme partenaire effectivement de l'ensemble de ces dispositifs. Aujourd'hui, l'inclusion par le numérique à l'école, pour le numérique, avec le numérique, ça prend quelle forme? Même si on vient d'apprendre que la ministre avait dit plus de portables à l'école, plus de portables dans les collèges, il va falloir que les départements financent des casiers. Mais aujourd'hui, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Il est allumé, hein, normalement. Ah, très bien. Bonjour à tous et à tous. Merci Sébastien. Merci Monsieur Bouvac d'avoir donné à peu près tous les éléments de langage que j'avais. Et en plus de nous inciter. Donc c'est très très bien. Il y a des tas de choses que je n'aurais pas à dire et je plus sois considérablement à tout ce que vous avez dit, bien évidemment. On bénéficie des expériences qui sont les nôtres depuis maintenant bon nombre d'années autour du numérique. L'opérateur, la formation continue des enseignants, et on parlait de formation continue, continuée, nous n'agissons pas en direct vers les enfants élèves, mais nous formons des formateurs, des animateurs, des médiateurs, et nous sommes là pour ça aussi auprès des collectivités, pour accompagner dans cette montée en formation, on travaille avec le CNFPT notamment, pour faire en sorte que des cultures communes puissent être mises en place. Ces fameux communs qui ont été évoqués à plusieurs reprises, absolument nécessaires. Il faut qu'on parle de la même chose, qu'on explique, quand on parle de fake news, qu'on dise bien les mêmes choses, qu'on ne soit pas nécessairement dans l'angoisse, l'anxiogène, mais qu'on soit dans l'appropriation d'une culture qui nous est nécessaire et qui nous est commune à tous les citoyens. Et la formation continue, c'est effectivement prendre depuis la toute petite enfance, sans nécessairement mettre un écran devant un enfant, c'est vraiment pas l'idée, mais de faire en sorte que l'appropriation et la culture et les automatismes se fassent au fur et à mesure. Et ça, on ne va pas le faire tout seul. C'est pas Réseau Canopé qui va s'en charger uniquement, mais Réseau Canopé, en tant qu'opérateur, est là, et TNE le montre pleinement, hein, dans les territoires numériques éducatifs, l'appropriation des ressources, des outils pour des usages, parce que sans les usages, la ressource n'a aucun intérêt, fera que nous avons véritablement une action opérationnelle. Et c'est cette opérationnalité qu'on essaie, nous, de travailler en proximité. On a 101 ateliers. Alors, il y a plein d'ateliers de toutes origines confondues, très bien. Donc, nous, on a des ateliers canopés dans chacun des départements. Il y en a un dans le Cantal, dirigé par Christophe Desomer, ici présent. Et notre mission, c'est d'être en proximité auprès des enseignants, des cadres de l'éducation nationale, des acteurs de la communauté éducative, mais aussi des industriels, des EdTech, pour faire en sorte que tout ce monde-là échange, travaille, qu'on se croise à PIX, pour travailler sur PIX, sur l'intelligence artificielle, sans en faire une fin en soi. J'ai beaucoup aimé la bêtise naturelle, ne remplacera pas nécessairement l'intelligence artificielle et inversement, mais travailler, faire en sorte que cette culture commune soit vraiment un acquis et un fonctionnement diffusé dans les classes, et faire en sorte que, pour plagier le maire de Champignac en Cambrousse, dans Spirou et Fantasio, les petits pas font les grandes rivières. On y arrivera d'une manière ou d'une autre tous ensemble. Merci, merci François Morel. Juste une question complémentaire, est-ce qu'on arrive à un certain degré de maturité aujourd'hui? Parce qu'on se souvient, il y a eu un emballement sur le matériel, les équipements, il fallait des tablettes partout, il fallait ceci. Alors maintenant, on a le mouvement un peu inverse, il ne faut plus d'écran. Est-ce qu'on est en train de stabiliser une vision de la contribution effective du numérique à l'éducation? Oui, je crois, considérablement. Pour reprendre ce que disait Madame Ardon tout à l'heure, qui était très juste, hein, des formations inopérantes, on en a tous subi, et on en subira peut-être encore, mais on a revu les modèles de formation, on fait en sorte que, en partant des pratiques et des usages et des compétences, et déjà de la culture sédimentaire qui peut exister chez chacun de nos stagiaires, on puisse avancer pour que
ce que l'on met déjà en pratique puisse être amplifié et développé. Donc cette maturité, on l'a d'autant plus que vous le verrez peut-être cet après-midi lors des 2 ateliers que nous proposons. Un sur justement, dans le cadre d'un lab inclusif, qu'est-ce qu'on met, comment on travaille l'apprentissage, le développement de la lecture et les comportements de médiation que nous pouvons avoir, nous, en tant que pédagogues, mais aussi sur les pratiques numériques des adolescents, en classe, hors la classe, et le cyberharcèlement. Comment on aborde ces domaines-là dans un monde scolaire. Nous, notre boulot, c'est vraiment d'être dans cet univers scolaire. Et je crois qu'on a pas mal mûri, tous les uns et les autres. Merci, merci beaucoup. Jean-Yves Bory de Cinetti, justement, on parlait effectivement des terminaux, les équipements, mais ceux qui fabriquent les équipements aujourd'hui s'intéressent profondément au contenu et à l'impact de ces outils-là dans le monde éducatif. Qu'est-ce que vous nous dites, vous, sur l'inclusion justement des pseudo-digital natives, mais en fait, ils ne le sont pas vraiment. C'est pas parce qu'ils sont nés en même temps qu'ils sont inclus. Quel regard vous portez, vous? Ah, écoutez, c'est très clair aujourd'hui. Je pense que sans usage, sans contenu à l'intérieur d'un outil numérique quel qu'il soit, on n'a pas de fonctionnement correct. Vous avez tous des smartphones, on a tous un ordinateur. Si on n'utilise pas le contenu correctement, on ne peut pas fonctionner. Ça fait 34 ans que j'utilise une marque qui s'appelle Apple. J'ai essayé un petit peu effectivement d'autres marques. Je dois dire que en utilisant une seule marque, on a quand même les qualités et les défauts de ces produits. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils sont fabricants d'un produit informatique, mais aussi de contenu applicatif extrêmement important aujourd'hui. Ils sont utilisés par beaucoup de gens dans le côté effectivement du numérique éducatif. Nous ne vendons pas une tablette sans faire de formation chez Cohesio. On s'appuie beaucoup sur Canopé. On s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle des APLS, donc des professeurs qui sont certifiés avec l'ensemble des applicatifs qu'ils peuvent utiliser en classe. On n'utilise pas, nous, correctement l'outil sans pouvoir mettre en place éventuellement une restriction sur la tablette, une restriction sur leur smartphone, un blocage Wi-Fi à l'intérieur. Nous mettons en place l'ensemble en fait, de l'infrastructure dans les écoles, dans les Greta. On essaye de travailler avec l'ensemble des directions, que ce soit les rectorats, que ce soit l'ensemble des professeurs. On essaye d'équiper en général, et ça fonctionne assez bien, le corps enseignant d'abord pour essayer de les mettre en œuvre sur comment le numérique éducatif fonctionne. Les rectorats sont là aussi pour appuyer l'ensemble de la pédagogie, puisque nous ne sommes pas nous-mêmes des enseignants. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui une Cohesio, on est 25 agences sur le territoire français. C'est assez incroyable de voir les disparités entre les uns et les autres. On a équipé, pour vous donner un ordre d'idée, 70 000 tablettes sur la Seine-Maritime. Aujourd'hui, tous les collégiens ont un iPad aujourd'hui. Il y a de la part de Canopé beaucoup de formations qui ont été faites avec le rectorat. Et avec le département de la Seine-Maritime, on voit vraiment une évolution positive sur l'ensemble en fait, de l'utilisation du numérique, à la fois à l'école, au collège ou dans les lycées pour beaucoup, mais aussi à la maison. Comment on peut mettre un contrôle parental simplement quand on ramène un iPad à la maison, ce qui se passe en l'occurrence avec la Seine-Maritime, est bloqué. Comment les parents peuvent mettre en phase l'outil numérique et ça ne dépasse pas les parents non plus. La Seine-Maritime fait beaucoup en fait, de formations sur justement l'applicatif à la maison. Et c'est vrai qu'on est dans un environnement où aujourd'hui l'outil est inclusif. On voit bien que le monde de la différenciation, nous allons avoir les Jeux paralympiques qui commencent ce soir. Il est très important à la fois pour Cohesio et Apple de mettre en phase un produit, un outil que vous avez dans les mains, votre smartphone. Il est capable de fonctionner avec des allophones, des dyslexies, des dyspraxies, avec beaucoup en fait de différenciation que nous avons aujourd'hui, et les uns comme les autres, nous devons vivre ensemble parce que nous sommes les mêmes les uns comme les autres. Et cet usage, il est à l'intérieur de votre
alors je parle pour Apple et aujourd'hui, franchement, je connais assez bien le produit. Il est dans votre main. Vous avez la possibilité de mettre pour les gens en déficience visuelle un noir sur blanc pour pouvoir en fait inverser les couleurs et essayer de voir un peu mieux sur votre iPhone, votre iPad, votre Mac de la même façon. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle à l'intérieur l'application native sur le système Apple, VoiceOver, qui vous dicte, si vous avez des déficiences visuelles, l'ensemble de la page Internet ou de l'applicatif dans lequel vous voulez voir. Vous avez ce qu'on appelle Assistive Touch, que je pense des gens n'utilisent pas beaucoup, et c'est dommage, c'est une super application qui vous permet en fait de mettre en face des gestes avec éventuellement vos yeux, vos mains ou même la bouche pour pouvoir mettre en place un double clic, une ouverture de page ou travailler sur un ensemble d'applicatifs différents. Un petit rappel aussi sur l'ensemble des produits que la marque Apple vend. Vous pouvez faire du Word, du Excel, du PowerPoint, c'est implémenté à l'intérieur de votre machine. Vous n'avez pas besoin en plus d'acheter une licence Microsoft et de remettre une licence Microsoft dessus, c'est implémenté dessus. Et encore une fois, on travaille aussi très très bien avec Microsoft, c'est totalement transparent. Voilà. Pour tout vous dire, venez nous voir sur le stand, on vous fera une petite démonstration. Tous les collaborateurs sont là pour pouvoir vous aider au quotidien. Merci Jean-Yves Bory de Cinéti. Et on vous retrouve effectivement au Smart Village toute cet après-midi. Chloé Auster et du malin, c'est l'éducation efficace, explicite. C'est un choix finalement par rapport à ce qu'on peut trouver à l'école aujourd'hui. Racontez-nous et dites-nous comment ça contribue à l'inclusion des enfants. Avec plaisir. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, je suis Chloé Auster, la directrice du développement d'Edumalin, qui existe depuis 2016. Donc, avant de rentrer vraiment dans ce que fait Edumalin, je voudrais rappeler les enjeux. On a entendu beaucoup d'enjeux, évidemment, aujourd'hui et hier, mais ceux auxquels nous, on s'adresse en plus particulier. Donc évidemment cet enjeu d'accès aux chances via la lutte contre le décrochage scolaire, parce que le décrochage scolaire est extrêmement problématique. Comme l'a rappelé hier Madame la sénatrice Espagnac, il faut qu'on s'adresse aux générations qui ont un peu loupé le virage du numérique, mais il faut aussi qu'on s'adresse aux jeunes pour éviter qu'ils grandissent dans un monde numérique sans être formés et puis qu'ils aient de la difficulté ensuite dans leur vie citoyenne. Donc voilà, cette lutte contre les inégalités scolaires, on essaye de l'adresser au niveau local plutôt qu'au niveau national où c'est très très difficile. Et au niveau local, on met tout le monde autour de la table, les académies, les collectivités, les familles, les élèves et les professeurs évidemment, pour réfléchir à ces problématiques. Dans la ruralité et dans des départements comme le Cantal, il y a d'autres problématiques qui s'ajoutent. Par exemple, des écoles assez petites avec des doubles niveaux, voire des triples niveaux, ce qui, pour les élèves qui sont déjà en difficulté, ajoute des difficultés et ajoute des difficultés également aux professeurs qui doivent gérer un CP, CE1, CE2 en même temps dans la même journée, par exemple. Donc, Edumalin s'adresse à toutes ces problématiques-là, et puis avec aussi un enjeu d'attractivité des territoires, de permettre aux élèves une éducation sur les fondamentaux, mais aussi une éducation par et pour le numérique, comme disait tout à l'heure Monsieur Blouvac, qui est une éducation essentielle pour la suite. Je parle aussi brièvement des TNE, puisqu'ils ont été évoqués plusieurs fois. Donc, les TNE, c'est en effet une initiative qui est disponible dans 12 départements français. Edumalin, sous la forme Tactimalin, est la solution qui a été le plus choisie, qui est donc disponible pour tous les professeurs de primaire, collège, lycée et aussi un volet inclusion sur ces 12 territoires, le plus proche d'ici étant l'Isère, il me semble. Voilà. Donc, Edumalin, comment ça marche? Vous avez peut-être entendu parler de la méthode de Singapour, qui est très efficace pour l'enseignement des mathématiques. Eh bien, cette méthode, pourquoi est-ce qu'elle est efficace? Parce qu'elle se base sur l'enseignement explicite et sur des données probantes en éducation. C'est-à-dire que ce sont des recherches scientifiques qui ont été faites à niveau mondial sur différentes typologies d'élèves, sur différentes typologies d'établissements pour montrer ce qui est efficace et ce qui fonctionne parce qu'on l'a prouvé scientifiquement.
je ne vais pas vous faire un cours de pédagogie là maintenant, mais les grands principes, c'est d'aller d'abord de vérifier que les prérequis soient bien maîtrisés par les élèves, et puis petit à petit d'augmenter la difficulté jusqu'à ce qu'ils y arrivent tout seuls, pour faire avec un problème de mathématiques, comme ce qu'on fait par exemple avec le vélo, c'est-à-dire que d'abord on va apprendre à l'enfant à faire du vélo avec les petits trous, et puis petit à petit il va encore tomber, mais on va lui enlever les petits trous. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec Edumalin, et de manière numérique, parce que c'est facile à mettre en place. Ça va permettre tout notre appui, qui est vraiment au croisement de la technologie, avec aussi des problématiques de toutes les innovations technologiques d'IA, etc., qui arrivent, de la pédagogie et de la recherche en psychologie cognitive et en neurosciences et en sciences de l'éducation. On se place vraiment au cœur de ça pour permettre aux élèves de progresser, pour permettre aux professeurs de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des élèves et pouvoir les aider et leur apporter des outils pour faire de la remédiation plus facilement, pour permettre aux familles dans les territoires d'accompagner leurs enfants et puis leurs adolescents, et pour permettre aux collectivités de comprendre exactement ce qui se passe sur leur territoire, où se situent les difficultés sur l'apprentissage des fondamentaux, sur les compétences numériques, et puis sur d'autres compétences transversales. Et c'est comme ça qu'on y arrive, en mettant vraiment tout le monde autour de la table, comme je le disais en préambule, pour réfléchir ensemble au plus près des problématiques locales. On a également un dernier volet duquel j'aimerais parler, qui est sur l'inclusion. Donc l'inclusion numérique, mais l'inclusion aussi des élèves à besoins éducatifs particuliers, donc les dyslexiques, dyspraxiques, tous les 10, les porteurs de TDAH, les porteurs d'un trouble du spectre autistique, les petits lecteurs ou les petitement francophones, etc., etc. Tous ces élèves qui ont besoin non seulement de ne pas être pris par le décrochage scolaire, mais qui ont besoin en plus d'adaptation pédagogique et technologique pour accéder au savoir, accéder au cœur de cible et pouvoir poursuivre leurs études et pouvoir ensuite accéder à la vie citoyenne. Voilà, donc c'est un petit panorama pour voir plus concrètement comment est-ce qu'on s'y prend. Je vous propose de venir à mon atelier tout à l'heure à 15h30 ou de passer sur le stand. Ne passez pas du coup sur le stand à 15h30 parce que je suis toute seule. Merci beaucoup, ouais, Chloé Auster. Merci. On applaudit Chloé, si vous le voulez bien. On a parlé culture avec les microfolies. Il y a un autre aspect de la culture qu'on souhaitait aborder lors de cette table ronde, parce que le numérique est une chance, parce qu'on a la chance dans nos territoires ruraux d'avoir des patrimoines extrêmement variés, qu'ils soient historiques, bâtis, naturels, immatériels, industriels. Et c'est de ça qu'Éric Pacheco s'occupe en tant que président d'Heritech, Heritech voulant dire Heritage and Technology. Normalement, il est allumé. Merci Sébastien. Effectivement, merci, parce que c'est ma première participation à Ruralytic, donc je suis assez étonné de voir voilà, l'implication qu'il y a sur ces sujets d'accessibilité par les infrastructures, par l'inclusion autour du numérique. Mais j'avoue que quand Sébastien m'a demandé d'intervenir sur cette plénière autour de l'inclusion et de l'égalité de l'accès aux chances et sur le sujet de l'émancipation, je me suis beaucoup posé la question de savoir effectivement exactement comment situer les patrimoines territoriaux dans cette équation. J'ai repris un peu la définition de l'accès aux chances vers l'émancipation à travers l'inclusion numérique, qui dit que en fait cette idée implique de créer des conditions favorables pour que chaque individu puisse utiliser le numérique comme levier d'autonomie, d'insertion sociale et professionnelle et de participation citoyenne, ce qui a d'ailleurs été évoqué par la plupart d'entre vous. Pour Heritech, en fait, les patrimoines, matériels ou immatériels, comme l'a rappelé Sébastien, occupent un rôle crucial dans cette démarche et est un contenu en fait favorable à ça. Je m'explique. On sait que les patrimoines, en fait, vous êtes détenteurs d'actifs patrimoniaux, Sébastien l'a rappelé, bâtis, naturels, immatériels, industriels. Et en fait, ces patrimoines-là, ils peuvent être, en théorie, grâce à l'état de l'art des nouvelles technologies aujourd'hui, ils peuvent être tous numérisés de plein de manières différentes, des reconstitutions en 3 dimensions, du son,
des archives sonores. Enfin voilà, vous avez une idée, j'imagine, assez panoptique de ce qui peut exister. Mais en fait, ces dispositifs et ces expériences numériques qui sont déjà des digitalisations de vos actifs patrimoniaux peuvent permettre de réduire efficacement l'isolement et augmenter l'engagement et le développement personnel de vos publics, très clairement. Et j'allais même dire, en fait, avec un atout complémentaire à ce qui a été dit aujourd'hui, c'est qu'en fait, je suis convaincu avec Eritech, et je reviendrai sur ce qu'on fait sur Eritech tout à l'heure, à travers quelques exemples, puisque effectivement, je vais illustrer mon propos. Je suis convaincu en fait que ce qui participe à casser la fracture de l'isolement et recréer de l'engagement auprès de vos publics, c'est justement la co-construction physique d'un projet numérique autour des patrimoines. C'est-à-dire que pour faire une numérisation patrimoniale, pour aller vers, j'allais dire, un projet numérique patrimonial, il faut faire travailler ensemble vos publics, les personnes qui sont concernées par ces patrimoines-là et qui veulent, à travers ces patrimoines, réaccrocher un sujet de société, redevenir fiers ou s'ancrer davantage dans leur territoire grâce à ces patrimoines. Donc en rapprochant ces publics d'un projet numérique innovant et en les faisant participer à ce projet, vous allez pouvoir justement récupérer, sortir ces gens de l'isolement et les rapprocher de vous et développer un projet dont ils vont être, après coup, les ambassadeurs. Alors je vais prendre des exemples pour que ce soit plus clair. Je vais prendre un premier exemple autour du patrimoine bâti et de sa puissance. Avec Eritech, en ce moment, on travaille avec un réseau que vous connaissez bien, qui est le réseau de la route des villes d'eau du Massif central, qui est dépositaire. Donc c'est 19 villes qui sont réparties dans 4 régions différentes et qui sont toutes dépositaires d'un patrimoine dit thermal, qui se traduit par un patrimoine à la fois bâti, naturel, avec évidemment l'eau, et qui permet effectivement d'envisager de numériser ce patrimoine. Mais par quel biais? En fait, le biais qui a été choisi, c'est le jeu. Parce qu'il faut un biais, il faut un levier pour attirer les publics, pour co-construire un dispositif qui soit participatif et qui permette aux cibles et à vos publics de s'y engager après et de sortir de l'isolement, voire même de s'approprier le dispositif. Donc c'est un jeu sur smartphone qui a été imaginé et qui va être en fait une série de jeux, pour tout vous dire, dans chaque ville du réseau, et qui va permettre d'engager effectivement une quête exploratoire des patrimoines à travers cet outil que pourront s'approprier tous les publics et en particulier les jeunes qui sont aujourd'hui coupés des patrimoines parce qu'on ne leur propose pas forcément les bons outils numériques. Deuxième exemple, les seniors, qui sont des publics importants pour vous, qui sont parfois isolés. Et l'idée, c'est de les impliquer dans des contenus immersifs qui pourront être intégrés dans des casques et qui pourront permettre, par exemple, à des seniors qui sont chez eux ou dans des EHPAD de pouvoir profiter et de pouvoir replonger dans des patrimoines naturels ou dans des parcours, j'allais dire, sensoriels, qui leur permettront de recréer de l'émotion et de reprendre pied et de retrouver l'envie de se réengager et de revenir à travers les patrimoines. Et enfin, un dernier, très rapidement, c'est le patrimoine industriel. Il ne faut pas oublier le lien intergénérationnel autour des histoires de certaines villes qui sont des villes embrassées par certains destins autour de leur patrimoine industriel, patrimoine minier, patrimoine maritime, et qui, pour certaines d'entre elles, et pour n'en citer qu'une, Saint-Éloi-les-Mines, s'est engagée à créer une expérience collective autour d'une salle de réalité immersive pour transmettre aux jeunes et aux moins jeunes l'histoire du patrimoine minier et son lien avec son territoire pour une ville qui est en train de pivoter après le patrimoine minier et dans son avenir. Voilà, autant d'exemples qui me permettent de dire aujourd'hui que les patrimoines peuvent être un contenu décisif et peuvent venir se loger autour de toutes vos spécificités, que ce soit du malin, que ce soit, la performance des outils numériques aujourd'hui qui vient agréger tout ça. Et je vous invite à me retrouver à 15h30 tout à l'heure, on pourra en parler plus longuement puisque j'anime un atelier autour de l'accessibilité au patrimoine et je reviendrai sur la méthode pour lancer un projet d'innovation patrimoniale dans ce sens-là. Merci Eric Pacheco. On vous applaudit également.
Jean-Baptiste Drexler, les données des territoires, vous êtes directeur général délégué de Géoptis. Eric évoquait les seniors, on va en parler encore juste après. C'est une donnée, la démographie est une donnée. Quelles sont les autres données? Quelle est l'approche aujourd'hui de Géoptis en matière justement de maîtrise des données territoriales pour imaginer le futur? On a parlé d'anticipation toute la journée d'hier. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous et merci Sébastien pour l'invitation. Ravi d'être là une nouvelle fois, peut-être même bientôt pour la 20e, on ne sait jamais. Voilà, en tout cas, un point. 80% des collectivités territoriales considèrent que la data est un outil essentiel pour travailler leur territoire, les grandes transitions, leur politique locale. Mais la donnée, elle ne se limite pas à un simple outil de mesure de l'efficacité des politiques publiques, elle doit permettre de les éclairer et de les nourrir. Et c'est là qu'intervient Géoptis. L'expertise de Géoptis, c'est développer des solutions au service de la connaissance, de la gestion, de l'attractivité des territoires, et notamment des outils de data visualisation cartographique. Alors, j'ai choisi de prendre un exemple parce qu'on a beaucoup parlé de l'ultra-rural, de l'accessibilité, de la connectivité, etc. Là, j'ai pris le parti de faire un focus sur les seniors, le vieillissement de la population, mais plutôt dans des petites villes, en milieu très rural. En fait, l'idée, c'est d'illustrer à travers différents enjeux comment une analyse cartographique, une analyse du territoire, une maîtrise de la donnée territoriale peut aider à travers des petites solutions, pas forcément très compliquées à mettre en œuvre, à accompagner le bien vieillir dans les territoires ruraux. Alors pour juste illustrer deux enjeux, deux chiffres, 10 000 c'est le nombre de décès annuels de personnes de plus de 65 ans suite à une chute. Et quand on sait que marcher un petit peu tous les jours, c'est faire de l'exercice physique et que ça diminue le risque de chute, il y a un intérêt à encourager les seniors ou à leur faciliter la possibilité de se déplacer sur le territoire. Et puis un autre point, c'est que 50%, c'est la diminution du risque de mortalité quand on a des relations sociales, quand on fréquente des associations, quand on voit du monde, quand on sort de chez soi. Alors le choc démographique qu'on traverse aujourd'hui, il invite à repenser politique publique de manière transversale parce qu'on ne peut pas se limiter à des seules politiques sociales du vieillissement, à des seules notions de financement. Et ce que je proposais à travers cet exemple, c'est de travailler cette transversalité en prenant l'exemple de l'urbanisme dans la ruralité. Alors ça peut paraître tout bête, mais il s'agit de proposer un cadre de vie qui permette de répondre aux attentes et aux besoins de nos aînés en matière de logement, de mobilité, de services, d'accompagnement, et aussi, je l'évoquais à l'instant, de vie sociale et citoyenne. Alors que vient faire l'urbanisme là-dedans? Spontanément, on se dit accompagner les seniors, c'est plutôt travailler le logement, son adaptation, les transports, etc. Et pourtant, l'urbanisme est un vecteur d'impact. Alors comment gérer efficacement? En fait, la question d'un urbanisme efficace, c'est celle où on va analyser le territoire pour savoir qu'est-ce qui favoriserait la mobilité des aînés, qu'est-ce qui permettrait de les rendre facilement dans un lieu de vie ou de service, idéalement dans un mode piétonnier ou vélo, se déplacer en toute sécurité pour gagner en autonomie et rompre justement avec leur isolement social. Alors pour ça, on va faire des analyses cartographiques, on va réunir de l'open data, des données de la collectivité, des données qu'on va aller nous-mêmes collecter au cœur des territoires grâce aux facteurs. Parce que ce qu'on ne mentionnait pas tout à l'heure, Sébastien, c'est que Géoptis, c'est une filiale de la Poste qui s'appuie aussi sur le réseau des facteurs pour collecter de la donnée territoriale et la valoriser auprès des territoires. Et du coup, on va essayer de répondre à des questions toutes simples sur où habitent nos aînés, sont-ils isolés, où situe leur lieu de vie, leur lieu de convivialité, leur activité culturelle, sportive, associative. Est-ce que ces lieux sont suffisamment concentrés pour permettre de mutualiser leurs déplacements? Est-ce que la longueur des parcours subis ou à subir pour s'y rendre n'est-elle pas un frein ou justement un moteur pour les aider à y aller? Est-ce que nos aînés doivent produire ou refuser, enfin produisent ou refusent de produire cet effort pour y accéder, élément qu'on a déjà évoqué plusieurs fois tout à l'heure? Est-ce qu'un déplacement piéton, vélo ou vélo est possible, tout bêtement? Et au-delà d'analyser des distances, il convient d'analyser le niveau de sécurisation des parcours, parce que la personne âgée peut avoir peur de sortir chez elle, simplement parce qu'elle n'a pas un trottoir, elle n'a pas les bons passages cloutés, elle n'a pas de point de répit tout au long de son parcours pour pouvoir se reposer, un banc, une pierre, elle n'a pas de toilette publique pour pouvoir marquer une pause également. Les chaussées sont-elles sécurisées, en bon état? Peut-on les traverser facilement? Y a-t-il simplement des trottoirs? Il y a des tas de territoires dans lesquels il n'y a pas de trottoir d'un côté ou de l'autre de la rue. Et du coup, on va analyser la donnée territoriale pour mettre en place un cheminement piéton partant des différents quartiers, des différentes zones plus ou moins isolées, pour arriver à aller vers ces lieux de vie, à raménager aussi. Et du coup, répondre à des questions à où est-ce que je dois adapter ou ajouter des trottoirs? Où est-ce que je dois végétaliser des espaces publics? Où est-ce que je dois ajouter des fontaines à eau, des îlots de fraîcheur, déployer un mobilier urbain adapté?
Tout ça, c'est en croisant des données en open data, les données de la collectivité, les données qu'on sera à même nous-mêmes de collecter grâce à nos facteurs, qu'il est possible de répondre à ces questions et en les projetant, en les visualisant dans une solution de data vis cartographique qui permet de comprendre et de partager le territoire. Et ça a d'autres liens aussi, et je te vois regarder ton chronomètre, j'ai l'habitude. Et ça doit être là aussi avec les autres politiques publiques autour de l'attractivité, autour de l'environnement. On voit bien que quand on manipule la facilité de circuler à vélo ou en piéton, ben, in fine, on agit aussi sur l'environnement. Et on rejoint la thématique de l'an dernier qui est un territoire durable, un territoire qui permet d'assurer un développement social, équitable et solidaire, de l'efficacité économique, bien entendu, parce que sinon ça ne fonctionne pas, la protection du de l'environnement. Et comme le soulignait Léa tout à l'heure, un point clé, c'est toute cette capacité, notamment en utilisant la donnée territoriale, à maîtriser à la fois le temps court, l'action immédiate, et le temps long, celle de pouvoir prévoir demain et accompagner ces transitions. Merci beaucoup Jean-Baptiste, à la fois pour ce cas très pratique, c'était effectivement la demande qui t'avait été faite de travailler sur cette réalité de manière à ce que vous puissiez vous projeter dans l'utilisation de ces données, c'est extrêmement riche. Donc je vous invite à applaudir l'ensemble de nos panélistes.